Bonjour, bonjour, chers amis. Donc, on est en direct. J'espère que le direct tourne, mais le direct tourne, me dit-on à la technique. Merci beaucoup. Donc, on est absolument Jean-Guillaume Destremo, à nouveau à mes côtés ce soir. 19 h, mercredi. Merci pour mercredi dernier. De nombreux amoureux de la voile nous ont suivis très attentivement. On a eu beaucoup de questions et là, on croule sous les questions aujourd'hui, que ce soit pour le Collège Pagnol, les jeunes du centre social de Toulon-Centre ou bien les ateliers en liberté. Vous allez voir, nous avons énormément de questions très intéressantes. On va rejoindre directement, bonsoir Jean-Guillaume, on va rejoindre Sébastien qui va nous montrer l'état de son bateau. Et j'ai l'impression, Sébastien, que cette semaine, il s'est passé des choses un petit peu difficiles pour notre navigateur. Bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Et à toutes. Eh ben ouais, bonsoir Charles, bonsoir Jean-Guy, bonsoir tout le monde. Voilà, une image qui me fait marrer parce que aujourd'hui ça a été, je vous remercie, ça a été chantier de démolition. Voilà, on a attaqué après nos aventures avec la quille hier, on en reparlera, j'en suis sûr. Eh ben aujourd'hui ça a été, pourquoi c'est zoomé là? Je vais essayer de dézoomer. Ah non, bah c'est raté. Au moins tu as le sourire. Ah voilà, c'est ça. Le chantier de démolition, c'est-à-dire qu'on a attaqué la démolition de la casquette en carton. Ah oui, d'accord. Alors pourquoi on fait ça Ah oui, quand même. Bah parce que en fait, je voulais. Ouais. Bah ouais, en fait. Alors c'est marrant parce que ça fait un peu. Ouais, ça fait les chantiers de démolition, quoi. Alors, oui. C'est sûr, je suis désolé pour ceux qui l'ont construite, hein, notamment Stéphane, Jean-Guy et toute l'équipe qui ont passé oui, Jean-Guillaume, tu as des jours construit et des nuits à construire on y a ça. passé des nuits. Hein. Malheureusement, bah, ouais. Ça te fait un peu un théâtre à ciel ouvert. Je rappelle. Désolé, c'est sûr, mais j'ai préféré. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est plus dans la salle Toscan du Plantier, mais qu'on est en salle Albert Camus. Donc, on a pris un peu notre aise avec Jean-Guillaume dans des fauteuils tout rouges. Et toi, tu es à présent en train d'évoluer et ton théâtre est plutôt à ciel ouvert. On se croirait à Château-Vallon. Oui, c'est voilà. Enfin, tu gardes le sourire parce que rappelons. On dirait le théâtre de Château-Vallon, voilà. Ouais. Rappelons à nos amis internautes que, évidemment, tu as eu cette semaine de dures épreuves avec ta quille pendulaire. Oui, la quille pendulaire. Mais si tu me permets, je vais juste finir avec cette histoire de casquette. Pourquoi j'ai attaqué ce chantier de démolition aujourd'hui? Parce que cette casquette, elle était malheureusement après le choc qu'elle avait pris au début, elle était plus structurellement, elle tenait plus, et elle allait forcément être détruite à un moment ou à un autre. Et il n'était pas question pour moi, cette casquette est entièrement en carton, donc c'est du papier, mais il n'était pas question pour moi, elle est enveloppée dans du papier craft qui a été enduit avec de la résine. Et il n'était pas question pour moi que ce papier craft résiné aille à l'eau. Donc j'ai pris les devants et j'ai découpé toute la casquette et récupéré et mis à bord, gardé à bord précieusement tous les poteaux, tout ce qui contient de la colle et tout ce qui contient de la résine pour garder ça au sec et garder ça à l'intérieur du bateau. Donc j'ai mis tous les poteaux sont à l'intérieur là dans la soute. Avec le générateur, là, un endroit sec, et puis tous les papiers résinés sont dans un sac poubelle à l'intérieur du bateau. Voilà, il me reste encore cette partie-là à démolir, mais je voulais le faire et surtout contrôler la démolition de ce truc, plutôt que ça se fasse n'importe quand dans le Grand Sud et que j'en perde la moitié à la mer. Voilà pourquoi elle aurait tenu encore largement 15 jours, mais sans problème, mais je me suis dit, il vaut mieux l'enlever pendant que je contrôle le truc. Sébastien, j'imagine que cette casquette était, si Jean-Guillaume et toute ton équipe, juste avant le départ, te l'ont construite, c'est parce que elle correspond à un besoin essentiel. Ouais, bah c'est sûr que tu vois, maintenant, bah voilà, maintenant je suis debout dans le bateau et voilà comment ça va se passer dans le sud. Alors qu'avant, ça pouvait se passer comme ça.
tu vois, bien protégé, sous un toit, etc. Bah maintenant, ça va être pleine gueule, plein dans la gueule. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, hein. C'était une envie qu'on avait, vraiment un désir de faire cette casquette en carton et voir si ça pouvait tenir, combien de temps ça pouvait tenir. On a appris plein de choses et surtout on a fait passer un message très fort et on est convaincu que grâce à ce coup de projecteur sur d'autres matériaux biosourcés, eh ben, il y aura dans le futur des bateaux qui vont être... les gens vont penser à ça, les sponsors vont penser à ça, ça va devenir une priorité et il est largement temps que nos bateaux qui sont des gouffres de carbone soient un peu plus écolos que ce qu'ils sont. Voilà pour la casquette. Bon, alors Jean-Guillaume, on va peut-être... En tout cas, ce que je peux dire, c'est que cette casquette, effectivement, elle nous a coûté pas un bras, mais moi, mon genou, ça m'a coûté mon genou. Ça m'a fait mal, hein. J'ai encore mal à mon genou. Le transport a été un peu scabreux, il a fallu la retourner dans tous les sens pour la monter à bord. Ça a été des nuits de travail, donc c'est vrai que c'est un peu triste de l'avoir en miettes. Mais en même temps, je trouve que la bonne nouvelle, c'est que effectivement, elle va rester à bord, même en pièces détachées, qu'il n'y a rien qui partira à la mer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je voudrais commencer par une question de Cérine. C'est important. Qui a 16 ans, Sébastien, et qui vient justement, qui est une des jeunes du centre social de Toulon-Centre, et qui demande, bon, une question évidemment qui tue, comment va la quille de Merci? Et aussi, as-tu fini de nettoyer l'huile du flexible de la quille qui a lâché? Merci pour la... Alors super, merci d'abord, la quille de Merci va très très bien. Elle a été maintenant tout à fait remise en ordre. Alors, le problème, c'est que avec ces quilles-là, c'est que on ne sait pas quand ça va casser, ça prévient pas. Et donc j'ai mis un nouveau flexible, bien sûr, que j'ai shanghaillé ailleurs. Enfin bon, voilà, parce que évidemment les flexibles que j'ai de sphère à bord, eh bien c'est pas celui-là qui a cassé, c'est un autre. Et on peut pas avoir tous les flexibles, toutes les pièces. Voilà, on a fait une erreur de pas avoir des flexibles standardisés. Donc le flexible en question, je ne l'avais pas. Donc il a fallu que je le shanghaille quelque part sur un autre truc, une autre pièce. Et voilà, aujourd'hui le bateau fonctionne tout à fait normalement. Maintenant, ça n'a pas été du tout testé puisque on n'a pas de vent depuis 24 heures, on a très peu de vent. Et ces bateaux, il faut mettre énormément de charge dans la quille pour voir si les flexibles vont tenir. Voilà, donc ça je ne sais pas et je verrai ça plus tard. Je ne peux pas savoir si ça tient tant qu'on met pas charge maximum et qu'on voit ce que ça donne. Ça. Et rappelons que... Après, concernant l'huile, de l'huile, il y en a encore dans le bateau, évidemment, puisque... Ouais, pardon. Non, je t'en prie, justement, j'allais en parler. Rappelons que ce sont des circuits hydrauliques qui sont bourrés d'huile, donc c'est ça qui a cassé et qui a fait que on a appris que tu avais le bateau plein d'huile. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, le flexible pète. Et donc ça vaporise l'huile. Il y a plusieurs tonnes de pression dans les circuits hydrauliques. Et quand ça pète, ça fait un espèce de nuage d'huile, ça vaporise et ça se répand partout. Et alors j'ai eu un très mauvais réflexe parce que j'ai pas l'habitude de ça. Ça m'est arrivé qu'une seule fois d'avoir un problème hydraulique. Donc j'ai eu un mauvais réflexe, c'est de ne pas aller fermer les vannes tout de suite. Donc on a vaporisé dans le bateau pendant longtemps et au lieu de couper le circuit, de fermer le circuit, j'ai pas pensé à ça. J'étais un peu paniqué à l'idée que j'étais en train de perdre l'hydraulique. Et voilà, donc ça a été un peu stressant, ouais. Est-ce qu'on peut être un peu taquin et rappeler, disons, que tu rappelles au public le pourquoi tu as dû changer de bateau
avant le Vendée Globe, de façon un petit peu en retard, enfin sans être polémique, n'est-ce pas? Mais quand même, c'est important parce que non, mais c'est bien que les gens comprennent que une navigation comme ça, un Vendée Globe, c'est surtout beaucoup dans la préparation, beaucoup de mouvements parfois contrariés. Qu'est-ce qui s'est passé avec la quille et avec pourquoi ce changement de bateau? Ben, en fait, la classe qui gère ces bateaux a décidé que les bateaux à quille fixe, pour des questions de sécurité, il fallait interdire les bateaux à quille fixe. Et donc voilà, donc les bateaux à quille fixe, mon ancien bateau face océan était un bateau à quille fixe, donc il a été interdit de Vendée Globe. Et avec, pour moi, obligation de prendre un bateau à quille pendulaire. Après, bon, il faudra juste qu'on reparle un petit peu de savoir pourquoi une quille pendulaire est plus sécure qu'une quille fixe. Ça c'est un débat qui reste à avoir, mais en tout cas, c'est ça le sujet. Et donc, j'ai été obligé de changer de bateau uniquement parce que la quille de face océan n'était pas conforme à la jauge. N'était plus conforme à la jauge. Et c'est une source d'inquiétude, hein, ces quilles hydrauliques. Il y a toujours des problèmes d'hydraulique sur ces bateaux dans un Vendée Globe. Là, je les ai eus, j'espère que j'en aurai plus. Mais voilà, à partir du moment où on rajoute de la mécanique, on rajoute des risques. Hein. La preuve. Alors, il y a une question de Michel. Comment allez-vous après toutes ces emmerdes? Quel est votre carburant? Quel est mon carburant? Ben non, je fonctionne au pas à pas, un pas après l'autre. Voilà, j'ai pas de carburant particulier, j'ai une nourriture tout à fait standard, j'ai rien de spécial, c'est simplement sur ces bateaux-là. Il faut juste avancer pas à pas, un truc après l'autre. Pas se poser de questions, faire les choses quand elles vous tombent dessus, et se reposer quand on peut. Ouais, je crois que c'est simple que ça. C'est vraiment une règle. C'est ça le carburant. Une règle de conduite de ces bateaux-là, dans ces aventures-là, c'est que les emmerdes sont quasi inévitable. On voit bien que les autres concurrents sont eux aussi victimes d'avaries. Il y en a 6 a priori qui ont eu de grosses avaries. Le dernier en date, c'est ce matin, le second, Linked Out, Thomas Rouillant, qui a cassé un foil. Voilà, bon, c'est des avaries graves qui mettent pas en péril. Oui, il a cassé son foil ce matin. Et oui, donc dur. voilà, du coup la performance, bah, évidemment, elle va être impactée. Ça ne le remet pas en cause sa course, hein. Il reste en course, bien sûr. Non, mais ça va permettre à Sébastien de le rattraper. Ah bah il va le rattraper, ah oui, bien sûr, à toute vitesse, bien sûr. Bah, enfin voilà, tout ça pour dire que c'est l'affaire d'une semaine ou deux. Ouais. Voilà, effectivement, il a quelques jours d'avance, mais seulement quelques jours. Hein. Ça se chiffre pas encore en semaines. Mais bon, il va falloir qu'il passe le poteau noir, qu'il finisse de passer le poteau noir, là, Sébastien, parce que là, ça commence à devenir un peu long l'affaire. Là, on voit qu'il est pas très rapide en ce moment, et les autres sont toujours à des vitesses bien plus élevées, quoi. Hein. En tout cas, pour revenir au carburant, je crois que ce qui est vraiment important, voilà, 8 nœuds 7. Donc c'est pas mal, c'est bien, hein, mais pour ce bateau qui est capable d'en faire au moins le double, et que les autres évidemment sont au double, voilà, hein, l'écart se creuse inexorablement. Ouais, parce que pour moi, sur mon bateau, je suis à 9 nœuds 5, je suis assez content. T'es à plein peu nœuds. T'es à plein peu nœuds. Assez content. En tout cas, il faut intervenir sur les avaries, intervenir sur les choses, avoir un rythme de vie, se nourrir, se reposer. Je l'avais dit déjà il y a 8 jours, mais effectivement, c'est vraiment important de ne pas mettre de côté les tâches et surtout les avaries, parce qu'une avarie ne chasse pas l'autre. Hein. L'avarie, quand elle est là, il faut la traiter. Et donc, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction du matériel qu'on a. Et
On a bien vu que la course est marquée par l'avarie notamment de Alex Thompson qui a fait des réparations absolument extraordinaires dans son bateau. C'est énorme ce chantier qu'il a entrepris. Voilà, bon, il y en a d'autres qui ont des ennuis plus modestes, mais enfin qui restent des vrais ennuis qu'il faut chez traiter. Alex, c'était quand même surprenant qu'un bateau tout neuf casse à ce point sur l'armature même du bateau. C'est le squelette, c'est vraiment le squelette, donc c'est quand même curieux, alors que le carbone est réputé très... Alors on va pas, on va pas polémiquer. faire de pronostics, parce qu'à mon avis, les assurances des architectes doivent être un petit peu en train de se friter. Mais enfin, voilà. Effectivement, c'est un peu surprenant qu'il y ait autant de casse sur ce bateau. On n'en dira pas plus. Voilà. On s'occupe maintenant de Ça Sébastien ne nous regarde pas. et le petit César des ateliers en liberté. Je rappelle ce que sont les ateliers en liberté. Ce sont des ateliers qui sont ouverts aux 7 ans jusqu'à 11 ans. De 7 à 11 ans, on a des enfants aux libertés ici à Toulon qui font des tas d'activités artistiques en tout genre. Et la question de César est adressée à Sébastien. Et quel est le pire moment que vous avez vécu ? Pendant ce Vendée Globe ? Oui, bien sûr, la question concerne les 15 derniers jours du Vendée Globe. On ne te demande pas de remonter toute ta biographie. Le pire moment, c'était forcément hier, hein, quand j'ai entendu la durite péter. Enfin, je savais pas que c'était la durite, mais que j'ai entendu le circuit hydraulique péter. Là, c'était quand même pas un bon moment, quoi, parce que circuit hydraulique pété, ça veut dire plus de contrôle de la quille. Et plus de contrôle de la quille, ça veut dire bateau navigable. Quand on est à 1500 km de l'Afrique ou 1500 km du Brésil, ok, on n'est pas encore loin de tout. Il y a des paquebots, il y a des cargos, il y a plein de gens qui peuvent venir vous chercher. Mais pendant des heures, mon bateau n'était pas navigable. Et je ne pouvais pas naviguer. C'était pas possible. Et c'est pas rassurant de savoir qu'on est à la merci complète de la réparation qu'on va effectuer. Sinon, on ne peut pas naviguer, il faut évacuer le bateau. Et ça, c'est pas terrible. Merci. N'abandonne pas, t'es le meilleur et tu vas finir la course en beauté, dit Alexis. Merci Alexis, c'est très gentil. Donc, Iris demande, elle est élève de 5e au collège Marcel Pagnol de Toulon, et elle demande, ne mangez-vous que des poissons ? Non, je ne mange pas de poisson. Je mange de la nourriture lyophilisée et de la nourriture stérilisée. Alors, la nourriture lyophilisée, c'est de la nourriture en poudre dans laquelle je rajoute de l'eau. Et la nourriture stérilisée, ce sont des plats tout préparés qui ont été stériles, qui ont été un peu comme des conserves, en fait. Voilà, c'est ça que je mange. Je ne mange pas de poisson, je ne pêche pas. Les bateaux vont beaucoup trop vite pour pêcher. Et en plus, je suis un piètre pêcheur. Merci. Ça renvoie à une question de Noah et Hugo. Comment gérez-vous la solitude ? C'est génial la solitude. C'est super la solitude. C'est avoir le temps. C'est prendre le temps de penser à des choses auxquelles on pense jamais, parce qu'on n'a jamais le temps. Et aujourd'hui, j'ai travaillé sur la démolition de la casquette, mais j'ai aussi travaillé à un texte qui va sortir demain sans doute, sur justement le poteau noir, parce que je suis en plein dedans. Et je travaillais sur un texte, chose qui était déjà un peu préparée à l'avance, mais j'ai peaufiné ça pour sortir une poésie là-dessus, qui sortira demain. Donc la solitude, il y a plein de choses à faire quand t'es seul. Tu peux faire plein de choses. Tu peux t'inventer ton monde et pas être tributaire du monde des autres. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est chouette. Est-ce que tu as le temps de t'ennuyer? Parce qu'aujourd'hui, on reproche tellement à
à notre société de ne pas nous laisser le temps de ne rien faire et de nous ennuyer. Toi, est-ce que tu as parfois, puisque tu es dans le poteau noir, un petit peu le temps de t'ennuyer? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, je te rassure. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est ça qui fait la beauté de la solitude, justement. C'est s'ennuyer, si je m'ennuyais pas, je n'écrirais pas ce texte ou tu vois, voilà. Hier, j'ai passé 12 heures dans l'huile, dans l'huile et dans l'hydraulique et à essayer d'abord remettre mon bateau en ordre et ensuite reprendre la course. Ça a duré 12 heures, donc je me suis pas ennuyé une seconde. Mais ce matin, oui. Et c'est super, moi j'aime bien m'ennuyer. C'est comme ça qu'on crée. Quand c'est quelque chose, Charles. Ah oui, un c'est ce que... créateur. Sophie Destremo... Pardon. Pardon, Sophie Destremo pose cette question. Comment tu vis ce début de course en comparaison avec le premier? Le premier Vendée Globe. Beaucoup plus facilement, en fait. C'est beaucoup plus facile pour l'instant de participer à ce Vendée Globe. La dernière fois, j'avais très peur, en fait, j'avais une peur permanente de ne pas pouvoir continuer. Permanente. Elle m'a prise dès le départ et elle m'a pas quitté jusqu'à l'arrivée. C'était une vraie terreur de ne pas pouvoir, d'avoir la panne qui va faire que on va arrêter le Vendée Globe. Et cette peur-là, je l'ai pas. Je l'ai pas parce que bah voilà, j'ai la chance d'avoir déjà terminé le Vendée Globe et c'est une vraie chance. Donc si je termine pas celui-là, bah j'aurais fait tout ce que j'ai pu, pas assez. Voilà, pas assez puisque je l'ai pas terminé, mais du coup ouais, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai pas cette peur. Alors, Noémie pose une question, et elle a 9 ans, et c'est pas parce que tu es mal rasé aujourd'hui, mais c'est juste, elle pose cette question assez basique, mais enfin, évidemment, quand on n'a pas l'habitude de la vie en solitaire sur un bateau, on se pose la question, comment fais-tu pour te laver? Ouais. Ben, je me lave pas. Non, pour se laver, c'est plus simple. Non, pour se laver, ça dépend des conditions. Là, ici, dans le poteau noir, évidemment, on peut se laver à l'eau de mer avec un seau d'eau sur le pont, c'est facile. Voilà, c'est ce qu'on fait. Ou alors sous les orages diluviens qu'il y a, on peut prendre plusieurs douches par jour. Mais et autrement, dans le sud, on se lave de temps en temps avec des lingettes. Voilà, ça va très bien, hein, ça marche très bien. T'as pas de désalinisateur? Si, bien sûr. Ça, si, c'est bien sûr. pour l'eau à boire. Si. J'en ai deux désalinisateurs. Si tu fais ce que tu veux avec l'eau du désalinisateur. Oui. Ouais. Alors, Chahine, qui a 16 ans, demande qui vous informe de la météo et comment faites-vous vos calculs? Ah ben alors, je vais lui montrer ça. Alors, attends, on va passer en mode comme ça. Merde, ça marche pas, ça va. Est-ce que ma chambre est bien rangée d'abord? Est-ce qu'elle est présentable? Ah oui, attention. Alors, Chahine, voilà comment... Attention. Donc voilà comment ça se passe. Ici, j'ai un ordinateur avec la position du bateau en permanence. Qu'on voit pas très bien d'ailleurs. Il doit être... J'ai pas mes lunettes, donc là, je vais pas arriver à... Où est-ce qu'il est ce bateau? Ah, pardon. D'accord. Bon, enfin, toujours est-il que cet écran me donne la position du bateau. Là, je vois le Brésil, je vois l'Afrique. Mon bateau, il est en plein milieu. Et ensuite, je vais sur Internet grâce à la liaison satellite et je récupère un fichier météo de la zone dans laquelle je suis. C'est facile, hein, c'est à la disposition de n'importe qui, ces fichiers météo. Et ensuite, l'ordinateur me calcule avec les
avec les vitesses préenregistrées du bateau, l'ordinateur me calcule la meilleure trajectoire. Voilà comment on fait la navigation. C'est ça, c'est-à-dire que les vitesses cibles du bateau sont connues par l'ordinateur et du coup, le potentiel dans n'importe quelle condition est connu. Donc, en ayant une approche météo par ces fichiers qu'il peut capturer sur Internet, l'ordinateur calcule la trajectoire idéale en fonction du potentiel du bateau. Ceci dit, c'est pas une science exacte. La météo, ça varie en quelques heures. Donc, ça nécessite aussi beaucoup d'observations. Et puis, il faut aussi que le marin fasse naviguer le bateau aux vitesses cibles. C'est-à-dire que dans telles conditions, il faut que le bateau ait telle vitesse pour que ça colle au routage. On appelle ça un routage. La trajectoire idéale, c'est un routage. Bon, et il faut quand même que le marin s'en occupe. Il faut qu'il aille à la vitesse cible du bateau et il faut qu'il ait des observations, surtout dans le poteau noir, qu'il soit attentif à ce qui se passe en extérieur, les nuages, les risées, voilà. Donc, et puis, il faut effectivement qu'il juge de l'opportunité de naviguer à telle ou telle vitesse parce que la mer est plus ou moins formée, elle est plus ou moins favorable. Et tout ça, c'est un compromis à trouver que le marin fait tous les jours. Il s'appuie sur l'analyse météo de l'ordinateur, mais évidemment, il ne suit pas à la lettre, à la virgule, le schéma proposé par l'ordinateur. Alors Sébastien, on a une question d'Emmanuel Jaillet qui dit « Tu es plus proche des autres cette fois-ci. Est-ce que ça motive ton âme de compétiteur ?» Ouais. Alors c'est une question amusante parce que c'est vrai que alors je me suis arrêté quand même. C'était 12 heures en marche arrière hier, donc j'étais au milieu de compétiteurs jusque-là. D'autres concurrents j'étais avec Harry, Uzela, avec Clément Giraud, avec Miranda Méron, avec Alexia Barrier. On était tous dans un mouchoir, hein, dans une dizaine de milles à peu près. C'était très amusant de naviguer avec ces personnes-là, parce que toutes les 4 heures, à peu près, hein, on a leur position à peu près toutes les 4 heures, je pouvais reporter leur position sur la carte et voir qui avait gagné, qui avait fait de plus d'est, plus d'ouest. C'était sympa, c'était vraiment sympa. Malheureusement, quand j'ai eu mon problème de quille, ils n'ont pas été très sympas, ils m'ont pas attendu. Donc maintenant, je suis largué, je sais pas combien, de milles derrière eux, puisque j'ai perdu, je sais pas moi, une vingtaine d'heures. Je crois que je suis repassé à mon point. Le point où j'ai cassé la quille, je crois que je suis repassé à ce point-là une quinzaine d'heures après l'incident. Donc normalement, il devrait être 100 000 ou 150 000 devant moi à peu près. Mais Alexia est à 130 000 à peu près. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, voilà. Et justement, en t'écoutant et en écoutant... Ça va pas s'arranger parce qu'ils vont toucher le vent avant moi, donc... C'est déjà fait, oui. Ouais, ça y est, ils ont touché le vent. Justement, en écoutant Jean-Guilhem et la question autour de la tactique, de la météo et donc des ordinateurs qui donnent des informations précieuses et qui après donnent aussi des solutions. D'ailleurs, après, on se demande où est la marge de manœuvre, mais enfin, tu l'as un peu expliqué, humaine. Mais Paolo et Chahine, encore lui, est très, très intéressé, demande est-ce que tu joues à Virtual Regatta en même temps que tu fais la course? Et combien es-tu placé en Virtual Regatta? Eh bien, je suis deuxième. Eh bien, je suis deuxième, va-t-il dire. Non. non, je participe pas à Virtual Regatta. Il faut de l'internet pour ça et on n'a pas beaucoup d'internet à bord déjà. Donc et j'ai largement assez avec le Vendée Globe réel. Oui, bah oui. C'est un jeu génial. C'est un jeu génial.
Jean-Baptiste, toujours du Collège Pagnol, te demande pourquoi vous réalisez cette course. Non, je vous souhaite bonne chance pour votre course, dit-il. Et il dit d'où vous vient cette passion pour la voile. J'imagine que Jean-Guillaume est un peu concerné aussi par la question. Légèrement, oui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Jean-Guy peut répondre largement à ma place. Non, mais il faut rappeler que tous les deux, vous avez commencé très jeune la voile, même pas tous les deux, mais enfin, je rappelle à nouveau la BD de Serge Finot, hein, qu'on ne citera jamais assez et qui raconte justement aussi l'histoire de votre enfance familiale où vous étiez déjà sur des bateaux. Nous, on est tombé dedans quand on était petits. On habite Toulon, donc on n'avait pas de mérite. Ceux qui habitent devant la montagne, ils vont gravir la montagne, ils vont skier. Nous, on était devant la mer. Bon, ben, on avait juste un père qui aimait beaucoup les bateaux et qui était très, très, très bricoleur et qui pouvait pas se passer quelques semaines avant qu'il ait un projet de construire un bateau nouveau et de plus en plus gros. Donc, il a fabriqué quelques bateaux comme ça avec ses ongles. Parce qu'il n'avait pas d'outillage, il a fait ça vraiment avec vraiment le minimum. Mais ça nous a donné envie d'aller sur ces bateaux une fois qu'ils ont pu être navigables. Et on a fait nos premières armes comme ça. Hein, et on a beaucoup sillonné la rade de Toulon. Alors, il s'agissait que de la rade de Toulon à l'époque. Mais ça nous a donné très envie. Et surtout, notre père nous laissait faire, nous laissait vivre nos aventures. Et je crois que c'est ça qui a provoqué cet engouement et cette passion qui nous habite tous les 4, on va dire, puisqu'on est 4 frères. Et on a quand même une sœur qui aime beaucoup venir avec nous, mais bon, elle a d'autres passions de son côté, mais elle aime beaucoup faire ça. Mais en tout cas, voilà, nous 4, on est effectivement passionnés. Alors bon, ben voilà, on n'a pas de... On sait rien faire d'autre, par contre. Hein. Malheureusement, on ne sait rien faire d'autre. Hein. Oui, tout à fait, mais enfin, vous étiez... Enfin, si, quand même. Mais vous n'étiez pas loin d'ici, les uns et les autres, et d'ailleurs, vous avez préparé les Jeux Olympiques. Oui, alors oui, mais alors on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes expériences. Sébastien, effectivement, est celui qui est le plus connu et qui a fait le plus de choses. Les Jeux Olympiques, l'America's Cup, donc le dernier Vendée Globe, etc., la Route du Rhum, etc. Donc c'est effectivement celui qui a navigué le plus. Mais Hugues, son jumeau, lui, il a beaucoup navigué aussi au large. Il a fait des transats Jacques Vabre, des courses Québec-Saint-Malo, etc. Moi, j'ai été beaucoup plus modeste dans mes navigations. Voilà, j'adore ça, mais voilà, j'étais plus tout à fait modeste. J'étais toujours un peu en retrait sur les bateaux, mais j'ai pris beaucoup de plaisir dans différentes navigations. Et la dernière étant, pour moi, mon bâton de maréchal, c'était ma transat en solitaire pour ramener le bateau de Sébastien depuis la Guadeloupe. Et ça, voilà, c'est mon fait d'armes, si vous voulez. Et voilà, moi j'ai adoré. C'est déjà pas mal, il y en a beaucoup ici qui n'ont pas traversé l'Atlantique. Absolument, sur un bateau comme ça, sur un IMOCA, donc face océan, l'ancien bateau de Sébastien, et je me suis régalé. Le solitaire, j'ai adoré. Si je pouvais recommencer demain, j'irais en courant. Voilà. Mais bon, tout ça n'est pas si simple. Et voilà, il faut être un peu dingue pour s'engager dans un Vendée Globe. Peut-être un peu moins pour une Route du Rhum ou pour une Transat Jacques Vabre, n'est-ce pas? Ah oui, ça serait une bonne idée. Ben voilà, on vous l'annonce. Jean-Guillaume et moi, on va partir sur la Transat Jacques Vabre très, très bientôt. Alors, ça serait merveilleux. Donc, une question de Meki qui va te faire rigoler, Sébastien, c'est que gagnez-vous à la fin? Ah oui, ça c'est bon ça. Alors, beaucoup. On gagne un chèque. Alors ça coûte très cher de faire le Vendée Globe. Et non, en fait, c'est vrai, il y a une prime à l'arrivée. Celui qui termine le Vendée Globe gagne le premier 200 000 € et le dernier 10 000 €. Donc c'est beaucoup d'argent, mais c'est très peu en comparaison de ce que ça coûte. Mais ce que tu gagnes à terminer le Vendée Globe, c'est que tu gagnes un trophée. Et ce trophée que j'ai sur ma table chez moi, j'en ai un, et c'est pas tout le monde qui a un trophée comme celui-là. Et
des trophées, on a gagné énormément de régates, hein, que ce soit en famille ou professionnellement. On a gagné plein de trucs partout, perdu aussi évidemment, mais le trophée du Vendée Globe, celui-là, il vaut de l'or. Il vaut de l'or parce qu'il faut aller le chercher. Et la dernière fois, j'ai mis 124 jours. 124 jours pour ce trophée. Donc celui-là, il a une vraie valeur. Les 10 000 euros qu'on va filer, j'en ai rien à foutre. Le trophée, par contre, ça oui. Non, ça c'est sûr que la voile, les compétitions à la voile, ça n'a jamais nourri son homme, ou à quelques exceptions près. On voit tous les cadors du Vendée Globe ou des Routes du Rhum, il n'y en a que quelques-uns qui gagnent à peu près leur vie. Les autres, ils sont toujours de leur poche. Ils font ça à l'arrache la plupart du temps. Voilà, ça se professionnalise certes, mais c'est extrêmement limité. Le nombre de coureurs qui vivent de leur passion est très limité. Sébastien, il vit pas du fait qu'il est coureur. Hein. Il vit parce qu'il fait autre chose. D'ailleurs, ça amène la question d'Oscar, qui est toujours du collège de Marcel Pagnol, et qui dit comment gagnez-vous votre vie? Vivez-vous de la voile? Voilà. Je vis autour de je vis autour de la voile. J'ai vécu de la voile pendant des années quand je faisais la Coupe de l'América. Mais depuis le Vendée Globe, depuis le dernier Vendée Globe, je fais beaucoup de choses autour du Vendée Globe, notamment donc un bouquin, des BD, une collection de bijoux, des conférences, beaucoup de conférences dans les entreprises sur le courage, la résilience, et puis une pièce de théâtre que j'ai eu l'immense honneur de jouer dernièrement au Théâtre Liberté, et j'entends bien continuer dans cette voie à mon retour. Absolument, et qui a ravi, le public ici. D'ailleurs, j'en profite pour remercier encore une fois Ectacom qui nous permet ces liaisons et qui a la gentillesse de nous les offrir ici au théâtre. Et l'équipe technique du théâtre. Merci à Michael de Tech Even, et on citera bien sûr toute l'équipe technique qui accompagne c'est une sorte d'émission, n'est-ce pas, Jean-Guillaume? On devient, Jean-Guillaume et moi, comme des animateurs chevronnés. C'est pour notre plus grand plaisir, et surtout pour avoir le bonheur de passer un peu de temps tranquillement avec toi. Je vois on voit beaucoup de réactions là. Super les BD, mon petit-fils aime beaucoup. Oui, j'y étais, c'est super. Quid des fuites du safran et de la pompe. Bon, enfin bref. Donc, Sébastien, pour résumer, là, maintenant, tout est rentré dans l'ordre pour la quille. Tu devrais rester encore combien de temps dans le poteau noir? Ouais. Oh là, je pense que c'est une affaire. Maintenant, c'est une affaire d'heure. Hein. Je pense que il y a de moins en moins de grains. Là, j'étais justement en train de vous montrer un grain là qui est dans le soleil. Là, je sais pas si vous le voyez. Oui. Oui, on le voit très bien. Typique du poteau noir. Mais ouais. Mais voilà, c'est typique du poteau noir. Il faut essayer de les éviter. Et là, j'en vois quand même de moins en moins. Hein. Le ciel commence à être pommelé là. On vient de se prendre 30 degrés de reflux, donc je vais être obligé de ranger le grand génaqueur là, puisque maintenant on fait plus tout à fait la route. Donc je vais ranger cette grande voile là, cette immense voile là, qui fait 300 mètres carrés. Je vais la rentrer, puis je vais mettre un J2 et on va partir pour 10 jours, 10 jours de près, je pense. Je pense que le poteau noir, on devrait en être sorti. Là. Vraiment, franchement, là, vu l'état du ciel, voilà, ça s'éclaircit quand même pas mal. Ça ressemble plus à un ciel normal qu'un ciel de poteau noir. Mais bon, je pensais la même chose hier, et il en restait encore un petit peu, donc on verra bien. Ouais, mais enfin là, tu n'es quand même pas complètement encalminé, c'est-à-dire tu es à 9 nœuds, tu sors doucement, on a l'impression. Pour nous, ici, on n'a pas l'impression que tu es encalminé. Ouais. Non, tout à fait, ça se passe bien. Naviguer à 9 nœuds, à 8, entre 8 et 10 nœuds, c'est tout à fait correct. Voilà, ce sont des bateaux qui là, maintenant, pendant une semaine, on va naviguer entre 10 et 12 nœuds dans les alizés de l'hémisphère sud.
jusqu'au sud du Brésil à peu près. On va naviguer, on va faire que du sud, hein, on va faire du 180 pendant une semaine au près, voilà, au près appuyé, quoi, au près océanique, à 11-12 nœuds, mettons, voilà, ça va être notre vitesse pendant la semaine qui vient. Normalement. C'est-à-dire qu'a priori, par rapport aux conditions que vous avez connues tous, les uns et les autres, des conditions extrêmement variables, avec des houles croisées, enfin bref, parfois des conditions très difficiles, les choses semblent se régulariser, trouver un peu leur rythme. Comment ça se passe? C'est ça que tu imagines? Ouais, en fait, on a eu une situation tout à fait anormale dans l'hémisphère nord, hein, très curieuse, avec ce cyclone là, je sais plus comment il s'appelait là, qui était en plein milieu de la route. Donc franchement, ça a été un peu le foutoir, la descente de l'Atlantique. Mais là, l'Atlantique Sud devrait être, en tout cas la première semaine d'Atlantique Sud devrait être tout à fait standard. Après, il y aura le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Ça c'est très aléatoire. Voilà, c'est la prochaine grosse difficulté, c'est celle-là. Bien juger du contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène avant de plonger dans le Grand Sud et dans le territoire de l'ombre. Il est quelle heure chez toi? Et on me demande aussi, on pose la question, on te demande combien de temps ça prend. Non, ça c'était... combien de temps, c'est Farren qui pose la question, combien de temps ça te prend de changer une voile? Il est quelle heure là? Tu vas faire ce changement de voile avant la nuit, j'imagine? Parce que chez nous, il fait nuit maintenant. Oui, bah alors, je peux pas te dire quelle heure il est, puisque moi je suis à l'heure TU. Donc voilà, je suis à, je sais pas, il est 18h30, je sais pas quelle heure il est là. Il est 18h41 TU. Voilà, il est 18h30 TU, j'imagine qu'il est 19h30. Ouais, 18h41 TU. Donc j'ai pas d'autre horaire que celui-là, donc il est 18h40, voilà, mais il fait jour. Effectivement, le soleil est encore là pour, je dirais, une bonne heure et demie, à peu près, voilà, jusqu'à 20h, mettons. Peut-être. On est quand même très ouest, hein, on est pas très loin du Brésil, donc il y a quand même un décalage avec la France. Et tu vas mettre combien de temps pour changer ta voile? Et on est sous l'équateur, hein, faut oublier quand même. Oh, bah pour changer là, ça va pas être très long parce que alors le truc c'est que je sais pas si je vais la ranger ou pas. Si je la range c'est beaucoup plus long, mais si je ne fais que la rouler, ça va être 10 minutes de roulage à peu près, un peu moins, et puis après il faut dérouler l'autre et repartir. C'est vraiment pas énorme. Par contre, s'il faut la ranger en soute, ça c'est pas la même opération. Et parfois il vaut mieux la ranger en soute, tu vois, parce que si c'est les alizés qui sont en train d'arriver, cette voile je vais pas la remettre avant une semaine, il faut que je la range. C'est vraiment un jugement qu'il faut faire et savoir si c'est la dernière fois que je la mets ou si cette nuit je vais encore en avoir besoin. C'est ça le problème. C'est ça la question. Effectivement, la situation de Sébastien est encore le poteau noir, la fin du poteau noir, on l'espère. Et devant lui, c'est l'autoroute du Sud qui s'ouvre avec l'Alizé de sud-est. Et il va avoir donc une trajectoire rapide, confortable, à peu près confortable, enfin autant que possible évidemment, pour rejoindre l'Atlantique Sud et contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a la flotte qui est en tête, qui est en train d'essayer de contourner et de passer à travers d'ailleurs l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et c'est très compliqué. Il y a des options qui se dessinent entre les concurrents. Si on regarde la carte, et on voit bien que c'est compliqué en ce moment. Et c'est vrai qu'après cet épisode d'une semaine que Sébastien va engager à partir de très vite, là, de très bientôt, il va y avoir un obstacle compliqué à gérer. Ce sont ces masses d'air où le vent est faible, pas forcément favorable. Bref, il y a du boulot sur la planche
pour dans une semaine. D'accord. Et Sébastien, est-ce que tu as mangé déjà? Tu as dîné? Comment ça se passe? D'ailleurs, les gens sont très curieux de ça, de savoir comment est ton rythme de sommeil en ce moment. Est-ce que ça va? Tu dors tous les combien à peu près? Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu ces petits détails physiologiques élémentaires? Élémentaire. Ben, écoute, alors non, j'ai pas encore dîné, hein, pas du tout. Je dîne en général à la nuit tombée. J'essaye d'avoir ce rythme de toujours dîner à la nuit qui tombe, si le bateau me le permet évidemment. Hein. Voilà, c'est un peu ce rythme-là que j'aime bien avoir. Et autrement, tu vois, la nuit dernière, les conditions étaient très stables, extrêmement stables, et j'ai dormi 8 heures, mais entrecoupé avec, tu vois, j'ai dormi 2 heures, et toutes les 2 heures, je me réveillais pendant un quart d'heure pour vérifier un petit peu ce qu'il y avait autour, s'il n'y avait pas de nuages, s'il n'y avait pas de grains qui arrivaient. Et il se passait rien du tout. Donc, hop, pof, et j'ai dormi 8 heures, comme ça, entrecoupé de 2 heures en 2 heures. C'est bien. Il y a une question intéressante, je trouve, de Gilles, qui a 68 ans, qui est un de tes fans depuis 2016, et qui voudrait savoir comment vois-tu la mer et qu'est-ce qu'elle t'a appris? C'est une question profonde, ça. Autant que l'océan. Oula. Oui. Oula. Ça fait partie des dernières questions, Sébastien, parce que on va bientôt lâcher comment on appelle ça, la liaison. Lâcher l'affaire. Le direct. On va retourner à Codiac G. Écoute, qu'est-ce que la mer m'a appris? D'abord, comment je la vois. Il doit y avoir beaucoup de vent là. Maintenant, voilà. Je vais me mettre à l'abri du vent là, parce qu'il y a le vent qui est en train de monter là. Bonne nouvelle. Comment je vois la mer? Oui, mais bonne nouvelle, mais faut toujours se méfier quand même. Hein. Les grains arrivent très vite. Donc, qu'est-ce que la mer? Comment je vois la mer? Ben d'abord, je vois la mer comme quelque chose. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on traite la mer de poubelle. Qu'on se dise que la mer est une poubelle. J'en ai ras-le-bol de ça. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'y suis sur la mer. Et elle est belle, la mer, tu vois. Elle est vraiment belle. C'est facile de garder quelque chose de beau, propre. Moi, quand je fais le ménage chez moi, je le fais pas souvent, hein, mais quand je fais le ménage chez moi, eh ben, c'est facile de garder ma maison propre quand elle est propre. Ben, la mer, là, elle est franchement belle, quoi. Donc, il n'y a qu'à juste la garder comme ça. Plutôt que d'essayer de nous matraquer, à nous dire que la mer est pourrie, qu'il y a plein de saloperies dedans, que je sais pas quoi, pour moi, c'est pas du bon discours, c'est pas du bon dialogue. Et qu'est-ce qu'elle m'a appris, la mer? Ben, que il fallait qu'il fallait souvent composer, en fait. Il faut souvent composer. Et composer avec la mer, ça c'est sûr, parce que c'est elle qui décide, hein. C'est elle qui décide de te laisser passer ou pas. Mais aussi, voilà, composer dans la vie, quoi. Alors, plus ou moins, parce que parfois tu composes pas beaucoup, mais ouais, c'est ce que la mer m'a appris, ouais, à composer. Bien, merci Sébastien. On demande comment va ton mal de dos. Je voudrais, avant de te laisser la parole, remercier pour le thème Tiffaine Sanson, Alison, Laure, Tiffaine, qui sont ici d'ailleurs et qui ont préparé cette
on pourrait appeler ça une émission, mais enfin, Karim, bien sûr, à la technique, Claire et Michael, comme on l'a dit tout à l'heure, à la technique, Charlotte et Mathieu Mas, qui sont à la communication, qui s'occupent aussi beaucoup de cette liaison. Tout le monde te salue, d'ailleurs, Sébastien, Marion, Sophie, Cécile, Maude, DRP aussi, te salue. Tout le monde est très intéressé par ce Vendée Globe cette année, c'est très bien. Évidemment, Olivier Caillé et Erwan Renande et Hervé Borde du Vendée Globe et de Hectacom, eh bien, te salue aussi. On les remercie, bien sûr, pour leur générosité, leur participation, n'est-ce pas, Jean-Guillaume? Est-ce que j'oublie quelqu'un? Moi, je dirais que j'ai envie de dire qu'on va parler prochainement d'autres concurrents. Bien sûr. On va parler d'autres Méditerranéens. Je pense notamment à Alexia Barrier, je pense à Clément Giraud, quand même, le Toulonnais. Boris Herman aussi de Monaco. Voilà, donc on a dans la région sud, cette fois-ci, on a plusieurs concurrents en même temps que toi, ce qui est d'ailleurs une première, puisqu'au Vendée Globe, on n'a jamais vu autant de marins qui représentaient le sud-est de la France. Et tous ces marins qui sont du sud représentent également plein de gens du sud, des écoles et aussi des partenaires, des sponsors. Qui sont sur la façade méditerranéenne. Donc il faut leur renvoyer la balle. Et donc on va discuter avec Alexia, avec Clément prochainement pour évoquer tout ça. Et là, on voit l'image donc des sponsors de Sébastien, TPM, qu'on connaît un peu ici dans la région. Bien sûr, on connaît TPM, très bien même. Et c'est des Advanced Tracking, c'est une métropole très dynamique. Absolument. Tout à l'heure, il y avait une question d'ailleurs qui reposait là-dessus, c'est-à-dire on disait qui sont les sponsors de Merci. Alors, Advanced Tracking, c'est quoi? C'est un partenaire qui propose des liaisons satellites et qui permettent de positionner le bateau sur une carte. Et donc, ça fait un peu double emploi avec la carte du Vendée Globe. Mais sur le site de Merci, si vous tapez merci.com ou faceocéan.com, vous allez accéder à la carte de Merci, à la position du bateau de Merci. Donc c'est grâce à Advanced Tracking qu'on peut avoir ce type de solution. Inmarsat, comment ça s'appelle? Inmarsat, c'est donc des liaisons satellites. C'est tout ce qui permet d'avoir ces images en direct, ça passe par Inmarsat. Et via, évidemment, Hectacom, bien sûr. EMTS, c'est une entreprise de marseillaise qui travaille dans le domaine de la sécurité, il me semble. C'est ça, Sébastien? Dans la région sud, avec l'entreprise marseillaise. Ouais, c'est management de crise. Management de crise. Management de crise. Les grosses crises qu'il peut y avoir, les gros éboulements, les gros trucs comme ça. Voilà. Ouais. C'est bon les sponsors? Et il y a un peu plus haut sur sa voile, si tu remontes ta caméra, on verra, EcoAct et Terre Exotique. Terre Exotique, Pure Océan, on en a parlé la dernière fois. Terre Exotique, c'est un partenaire important de Merci et qui a d'ailleurs livré sur le bateau quelques épices fines que Sébastien est en train d'emmener autour du monde. Donc c'est un peu de la contrebande? Pas du tout, non, c'est tout à fait clair. Non. Très bien. Et Terre Exotique, c'est également le nom du bateau. C'est aussi le nom du bateau, l'ancien bateau qui s'appelait Face Océan. Aujourd'hui, ce bateau s'appelle Terre Exotique. Donc, c'est la reconversion de Face Océan en Terre Exotique. Terre Exotique est devenu un bateau qui va transporter des épices à travers le monde. Et donc là, Sébastien allait faire le tour du monde à quelques échantillons. Voilà, parce que c'est important de montrer que les épices voyagent. Non seulement les épices voyagent, mais à la voile. C'est-à-dire, et en plus à la voile, voilà, c'est quand même assez sain. Et assez rapidement. 100 kilos. Donc, alors maintenant, nous allons conclure et te laisser, Sébastien, la parole pour conclure
notre rendez-vous hebdomadaire. Je rappelle à tous nos internautes que tous les mercredis à 19 h, nous retrouvons soit Sébastien, soit, comme l'a dit Jean-Guillaume, un autre marin. Je crois que la semaine prochaine, nous serons avec Alexia Barrier. Je te laisse la parole, mon cher Sébastien, pour que tu nous donnes un petit peu tes impressions de cette fin de journée au large du Brésil. Écoute, merci Charles, merci Jean-Guy et merci à toute l'équipe déjà du Liberté de permettre ces émissions hebdomadaires à laquelle je suis sûr que vous allez réfléchir à trouver un nom. Je pense qu'il serait nécessaire que cette émission ait un nom. Peut-être que les internautes peuvent proposer des noms, je sais pas, je parle à ta place, Charles, pardonne-moi, mais très bonne idée. Voilà, il faut qu'elle ait un nom, cette émission, et ce rendez-vous. Ce rendez-vous du Vendée Globe et non, autrement c'est un immense plaisir de vous retrouver tous les mercredis. Ouais, le Var Globe, ouais. Ouais, enfin il y a plein de. Enfin, après je vous laisse, je mets le truc, après je vous laisse le mettre en place. Mais non, c'est un super plaisir de vous retrouver toutes les semaines et de répondre aux questions de toutes ces personnes qui sont enthousiastes et qui suivent ce Vendée Globe avec passion. Nous, on essaye simplement de les faire un peu rêver et surtout de leur dire merci d'être là. Donc voilà, moi je vais conclure en disant ça. Merci d'être là parce que sans vous, moi je suis pas là. Donc merci à vous et je vous souhaite une super bonne soirée pendant que je vais aller rouler mon Génaker et mettre mon J2 et enfin attaquer les alizés qui vont m'amener dans l'hémisphère. Merci beaucoup Sébastien. Tout le monde ici te salue très affectueusement. On te souhaite un bon vent, bye bye et pas trop de pluie ni de soleil puisque tu marques un peu de casquette ces prochaines semaines. Merci. Bonne quille. Ça c'est vrai. Ciao. Salut.